Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff. Et oui, vous avez reconnu le Voilà l'homme sous le chapeau de paille. C'est Cézanne, très belle chanson de France Gall. Cézanne, qui n'était pas un artiste, qui n'était pas un anarchiste, mais il vivait dans le même temps que des artistes anticonformistes, des artistes complètement loufoques, incohérent, on peut dire, on le dira d'ailleurs, révolutionne l'art occidental, le déshabille, et la mariée mise à nu par ses célibataires même, dans la dernière décennie du XIIe siècle. Mais ces gens-là, eh ben l'histoire, jusqu'ici, n'a pas conservé une grande trace, Céline. Et oui, effectivement, et on va en parler justement jusqu'à 14h sur Sud Radio avec Michel Onfray. On leur doit, André Berkoff, les premiers ready-made, les premiers monogrammes, les premiers happenings. Sans eux, pas de dadaïsme, pas de surréalisme, pas d'art contemporain. C'est la thèse donc que vous défendez, Michel Onfray, dans votre dernier livre paru chez Albin Michel et qui s'intitule donc Les Anartistes. Bonjour à vous, Michel. Bonjour. Alors, d'où viennent ces incohérents et comment sont-ils nés? Dans quel contexte ce mouvement est apparu? Je dirais que c'est un mouvement anarchiste parisien, anarchiste français. C'est-à-dire que les anarchistes sont souvent russes ou allemands, enfin avec Bakounine ou avec Kropotkin. Et ce sont des vrais théoriciens purs et durs de la Révolution. Il y a chez les anarchistes français un goût du vin, des femmes, de l'amitié, de la bonne bouffe, de la plaisanterie. Français, quoi. C'est ça. C'est assez rabelaisien, c'est assez voltairien. Enfin, ce sont des gens qui, dans les cabarets, à Montmartre, se retrouvent. On les appelle les utistes, parce qu'ils font du zut, une espèce d'occasion de théorie. Ce sont les hydropathes, c'est-à-dire les gens qui détestent l'eau, parce qu'ils préfèrent l'alcool. Ce sont les je m'en foutistes, les gens qui s'en foutent. Et donc, ce sont des gens qui sont dans l'humour, dans la drôlerie, qui n'ont pas du tout envie d'ébranler l'histoire de l'art. Je ne pense pas du tout que ce soit leur propos. Vous avez choisi la chanson de Michel Berger sur Cézanne, et Cézanne n'est pas un grand peintre, je dirais. Il est un grand peintre pour les théoriciens parce qu'il a écrit sur la peinture. C'est bien, Cézanne, hein, c'est pas mal ce qu'il fait quand même. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire que c'est parce qu'il a parlé de la vérité en peinture que les philosophes s'en sont emparés, et c'est un peintre pour les philosophes. C'est pas forcément un peintre pour les peintres. C'est formidable, hein, entendons-nous bien. Hein, je ne dis pas que c'est à mettre à la poubelle. Je dis simplement qu'il est un peu surestimé parce qu'il a été le théoricien de la peinture, et que, par exemple, Derrida a écrit un livre qui s'appelle La vérité en peinture, qui est une reprise de la phrase de Cézanne, mais que la révolution de la peinture ne se fait pas chez Cézanne, contrairement à ce qu'on dit. Mais est-ce qu'elle se fait chez ces incohérents? Elle se fait justement chez ces incohérents. C'est-à-dire pas seulement de la dérision, quoi. Alors, si, je pense qu'au départ ça l'est, parce que ce sont des gens qui... Alors évidemment, Cézanne, c'est un révolutionnaire à côté des pompiers, ceux qu'on appelle les peintres pompiers. Les Gérôme, enfin des gens qui font... Alors on dit pompiers parce qu'ils étaient capables de peindre des casques dans lesquels se reflétait tout ce qui se passait, par exemple, dans une arène, au moment d'un combat de gladiateurs, et on disait qu'ils étaient capables de peindre des casques de pompiers, et que bon, voilà. Et ça, c'est l'écriture officielle de l'histoire de l'art, ou l'histoire de l'art officielle, c'est le musée d'Orsay, on nous dit le bien, le mal, d'un côté les progressistes, de l'autre côté les réactionnaires. Donc les réactionnaires, c'est les méchants, c'est les pas bons, c'est les pompiers. Et de l'autre côté, les progressistes, et ce sont, par exemple, les impressionnistes. Alors, dans cette logique, ils sont du bon côté, le côté du bien, et donc on a les impressionnistes, on a évidemment Cézanne, le cubisme, les théories de Cézanne, etc., etc. Or, il y a, et vous avez raison de provoquer cette collision intellectuelle, pendant que Cézanne peint, c'est le cas de le dire, il y a Jules Lévy et les siens, qui font des trucs extravagants. C'est-à-dire, ils peignent un cheval, ils font des sculptures au nom du fromage, ils utilisent le camembert, le fromage, le jeu de mots. Avec matière de fromage. Ils utilisent aussi la matière fécale. Oui, tout. C'est-à-dire, toute la modernité se trouve là. Alors, ce sont des gens qui font payer leurs entrées, mais qui donnent l'argent aux bonnes œuvres. Ils font payer leurs entrées à la tête du client, c'est ça, Michel. En plus, oui. C'est-à-dire que c'est pas 5 € pour tout le monde, c'est pour les uns c'est gratuit, pour les autres c'est 50, et pour etc., etc.
Et l'argent va aux œuvres. C'est-à-dire que c'est ça. Ce sont des anarchistes au grand cœur qui veulent faire exploser la tradition culturelle du moment, les salons, les impressionnistes, les pompiers, pour eux c'est exactement la même chose. Et donc il y a une espèce d'hystérie chez eux, ils font des expositions incroyables. C'est-à-dire il y a des milliers de gens qui pendant 10 ans... Ça a eu un très gros succès. Très gros succès. Avec catalogue, il y avait des catalogues d'expositions, et c'était en même temps des happenings, c'est-à-dire tel jour, telle date, à tel endroit, vous avez des expositions d'artistes incohérents. Donc vous avez parlé tout à l'heure des monochromes, eh bien il y a des monochromes à cette époque-là. Il y a par exemple Alphonse Allais qui extrait un rideau de fiacre du fiacre et qui l'expose en tant que tel, c'est-à-dire qu'il invente le ready-made, et ce 20, 30 ou 40 ans avant que on ait des ready-made chez Duchamp ou alors qu'on ait des monochromes chez Malevich. Et oui, parce qu'il faut préciser que la devise des incohérences était mort au dessin, mort à la ligne, mort à la forme et mort à la couleur. Et vive la rigolade. Je crois que ce sont des gens qui ont envie ça, c'est provocateur, quoi. C'est provocateur, mais alors, évidemment, ils ne savent pas ils ne veulent pas révolutionner l'histoire de l'art, ça les intéresse pas. Ils veulent juste des espèces de plaisanteries contre l'art officiel. Et donc, ils se moquent de l'académie, des académiques, à tous les sens du terme, des bourgeois, des collectionneurs, enfin, ils se moquent de tout le monde, ils ne respectent rien, mais en même temps, ils font quelque chose de majeur et d'enfoui et d'oublié. C'est-à-dire que ça joue un rôle important, les incohérents jouent un rôle important dans l'histoire de l'art du XXe siècle, mais ils ne le savent pas. Et ils disparaissent. Mais est-ce que c'était juste, Michel, est-ce que c'était un mouvement organisé? Je veux dire, ils se réunissaient, eux, entre eux, est-ce que vous voyez, ils s'échangeaient ou pas? Dans les cabarets, ils buvaient aux mêmes tables, les mêmes bouteilles, avec probablement les mêmes femmes, les mêmes copains, et effectivement, ils se retrouvaient les uns les autres, ils se connaissaient tous. Ils étaient tous amis, copains, c'était une bande de copains rigolards, quoi, et joyeux et fêtards. Sauf que, par la suite, cette entreprise révolutionnaire rigolote devient sérieuse avec des Duchamp, avec des Malevich, avec des John Cage, qui chacun pille les artistes incohérents. Alors le patron, le boss, c'est Jules Lévy, et autour il y a Paul Billaud par exemple, qui est l'auteur du fameux monochrome, ou Alphonse Allais, qui est connu pour les textes qu'il écrit, mais qui est un personnage formidable. Alors normand lui aussi, parce que les Normands jouent un rôle important. Il y a toujours l'académie d'Alphonse Allais d'ailleurs. C'est ça. Beaucoup d'incohérents sont normands. Sont normands comme vous, Michel Onfray. Et donc on se dit, mais c'est quand même incroyable de présenter un rideau de fiacre en disant c'est une œuvre d'art. Que fait Duchamp quand il apporte ses premiers ready-made, si ce n'est reprendre la pissotière ou l'évier? Absolument. C'est-à-dire il copie. D'une certaine manière, il copie. Et c'est un plagiat. Est-ce que tout le monde ne copie pas, franchement, Michel Onfray? L'histoire de l'art est l'effet de gens qui se hissent sur les épaules de leurs prédécesseurs pour faire quelque chose. Pas vraiment. Parce que il y a un moment donné où la photographie arrive et vous avez un photographe qui vous dit mais moi je peux faire beaucoup mieux que vous une représentation de la réalité avec un instrument qui va restituer la réalité telle qu'elle est. Donc vous faites des portraits de bourgeois et vous ne pouvez plus peindre comme vous peignez classiquement. Donc il y a un moment donné où la peinture, elle est obligée de faire autre chose que ce qu'elle faisait précédemment. D'où l'impressionnisme. Et c'est à partir de ce moment-là que photographie, ça veut dire écriture de la lumière, étymologiquement, ou écriture avec la lumière. Eh bien, les impressionnistes sont des gens qui disent ce qui importe, ça n'est pas l'objet, qu'on peut de toute façon facilement reproduire avec une photo, mais c'est les effets de la lumière sur l'objet. Donc, ce que peignent les impressionnistes, c'est pas tant la façade de la cathédrale de Rouen, ou par exemple des meules de foin, comme disent les gens qui ont besoin d'ajouter que ce sont des meules de foin, mais ce sont les effets de la lumière. Puis à un moment donné, vous effacez la façade, vous n'avez plus que la lumière, et puis après, vous avez l'abstraction, etc. Ça, c'est un lignage. Mais eux, les incohérents, ils s'en foutaient de ça. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Oui. C'est-à-dire que pour eux, est-ce qu'ils avaient l'impression je fais de l'art ou pas? Pour eux, ils ne faisaient pas de l'art. Est-ce qu'ils se revendiquaient comme faisant de l'art, comme artistes? Oui, mais ils révolutionnent tellement l'art que c'est difficile de dire nous faisons de l'art, parce qu'ils inventent un art comme on inventerait le mouvement marchand, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils se mettent à proposer tout et n'importe quoi. Monsieur Jourdain, des dessins, c'est ça. Je fais de l'art sans le savoir. Absolument. Des dessins d'enfants, mais sans pour autant théoriser le dessin d'enfant, comme ça sera fait plus tard avec du Buffet, par exemple. Ce sont des gens qui font des propositions pour rigoler. Ce sont des blagues de potache, en fait, tout au départ. Oui, parce qu'à l'origine, en fait, le pape de l'incohérent, on en a parlé, c'était Jules Lévy. Lui, il entend effectivement exposer
composé des gens qui ne savent pas dessiner et il engage à une époque des enfants. C'est ça. Ouais. Justement parce que le grand art, c'est de savoir bien dessiner, bien reproduire le réel. C'est-à-dire de dire, on va pouvoir vous représenter la réalité comme si vous étiez devant une photographie. Les pompiers, c'est ça. On continue quand même. Malgré la photographie, on va vous faire des photos. Sauf qu'on vous fait des photos de choses qui sont impossibles à photographier, sauf dans le cinéma. Mais par exemple, un combat de gladiateurs. Et là, les incohérents disent, mais enfin, on n'a pas besoin ni des impressionnistes, ni des pompiers, ni de tous ces gens-là, faisons exploser l'art. Et il n'y a pas de théorie en même temps. Il y a quelques lignes dans un catalogue, même pas une préface, c'est une page, et dans laquelle il est question d'une grande rigolade. Donc effectivement, cette façon de dire, on n'a pas besoin de dessins bien faits, bien léchés, au contraire, demandons des dessins aux enfants, et la vérité du dessin, elle est là. Alors justement, vous parlez de l'art pompier, donc Jérôme, qui était donc le pape de l'art pompier, a parlé d'attentats à l'art concernant les incohérents. Oui, c'est ça, parce que pendant très longtemps, il y a des vrais débats intellectuels du genre, est-ce que le dessin est premier, est-ce que la couleur est première, comment peut-on équilibrer le dessin, etc., etc. Est-ce qu'il faut être plutôt Poussin, Géricault, est-ce que, etc., etc. Et eux disent d'un seul coup, mais non, on n'a même pas besoin de dessiner, et puis on n'a même pas besoin de colorer, et puis même de savoir dessiner, enfin. Et voilà, absolument. C'est l'art pour tous, c'est vraiment une espèce de révolution anarchiste en disant, allez-y si vous voulez, et si vous vient l'idée de prendre un morceau de fromage et de tailler une souris là-dedans, eh bien allez-y, et ça fait une sculpture. Et puis, l'exposition terminée, vous balancez la souris dans une poubelle parce que l'affaire est réglée et on passe à autre chose. Oui, parce que leurs expositions étaient effectivement éphémères, elles duraient en moyenne 4 heures, pas plus. Au départ, oui, c'est ça. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir retrouvé 17 œuvres d'art, et il y en a 19 au total, sauf à en retrouver de nouvelles, mais c'est-à-dire d'un seul coup, on trouve dans une malle des œuvres qui attestent qu'effectivement, cette aventure a bien eu lieu, parce qu'on aurait presque pu croire que c'était une espèce de performance conceptuelle et qu'ils avaient même inventé des catalogues, des expositions qui n'auraient jamais existé. Michel Onfray, est-ce que c'était contemporain de, je sais pas, je me rappelle si vous en parlez, de Boronali, parce que vous savez, il y a eu ce truc avec l'âne qui peint, oui. L'âne qui peint, il dit, regardez ce tableau formidable. Oui, c'est ça, cette façon de dire, allons-y avec la plaisanterie. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ces gens-là ne se prennent pas au sérieux. Alors que les avant-gardes du XXe siècle se prennent très au sérieux. Très au sérieux. Oui, et puis, non, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la merde d'artiste ou le monochrome, c'est devenu des grands produits. C'est le sommet du XXe siècle, prétendument, enfin, dans l'histoire de l'art. Et alors, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils vendaient leurs œuvres? Est-ce qu'il y avait un marché de leur art, des incohérents? Je veux dire, un marché financier. Est-ce que les gens ont acheté? Il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu des ventes avec des prix et des tarifs. Parce que de temps en temps, il y a des prix, mais extravagants, comme on parlait tout à l'heure, des prix d'entrée. Oui. C'était tout et n'importe quoi. Alors, c'est vrai que sur la question du marché de l'art incohérent, sauf information plus précise, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est acheté? Est-ce que probablement pas des fortunes? Est-ce que ça s'est donné, offert? Est-ce que ça a été détruit juste après parce que on estimait que ça n'avait aucune valeur marchande? Pour le coup, on n'a pas d'informations. Vrai anarchiste. Alors vraiment, alors les artistes, effectivement, on leur remettait des prix, mais il n'y avait pas de jury, et ces prix étaient en chocolat, c'est ça? Médaille en chocolat, oui, pour continuer dans la dérision, en fait. Oui. Alors dans la dérision, effectivement, vous racontez comment ils ont parodié, notamment le déjeuner sur l'herbe de Manet. Racontez-nous. Mais ils font sortir le sujet de la peinture d'une certaine manière, puisqu'ils se disent refaisons sur le sol même une espèce de fausse pelouse, allongeons une véritable femme, et puis refaisons la peinture, quoi. Ça se fait aujourd'hui. Il y a des gens qui, pendant le Covid, ont fait ça. Hein. Ils étaient d'ailleurs souvent très talentueux, ces gens qui disaient bah voilà, on prend une peinture et on essaie de la reconstituer dans la vérité de notre propre maison ou de notre propre appartement. Donc c'était une façon de dire, en gros, on va faire sortir la peinture de la peinture, on fait sortir la peinture du cadre. C'était pas seulement la plaisanterie, mais c'était aussi une plaisanterie. Cette façon d'être sérieux dans la plaisanterie, c'est quand même une performance. Oui, et vous racontez donc qu'ils ont parodié aussi Zola, qui est à l'origine donc d'un livre collectif intitulé Les soirées de Médan, une ville dans laquelle il habitait donc dans les Yvelines, et un incohérent a exposé en 1883 un dentier articulé sous le titre Maison de campagne de Monsieur Émile Zola. Bah oui, parce que c'était effectivement une soirée de ses dents.
Et ce dentier a 34 ans d'avance, donc sur le premier édimètre de Duchamp. Bien sûr, oui. Ils avaient ça, à côté Almanach Vermeau. Hein. Mais complètement, le jeu de mots, quoi, le jeu de mots, la plaisanterie. Les calembours. Cette fameuse Joconde avec les lettres de L-H-O-O-Q. Duchamp, si vous lisez rapidement L-H-O-O-Q, vous dites tout ça s'enracine dans les incohérents, dans les artistes incohérents. Oui, effectivement, il y a un incohérent, effectivement, Arthur Sapet, qui lui a créé une Mona Lisa fumant la pipe, et selon vous, il a pu influencer Duchamp. Oui, parce que Marcel Duchamp est normand, encore un, il est né à Rouen, et quand il est jeune homme, il y a une exposition des arts incohérents, parce que les artistes incohérents n'ont pas exposé qu'à Paris. C'est ça qui est très intéressant, il y a des expositions aussi en province. Et quand vous êtes intéressé par l'art, ce qui était évidemment le cas des Duchamp, ils étaient plusieurs, comme vous savez, vous ne pouvez pas ne pas être intéressé par ce qui a lieu dans votre propre ville, à Rouen, à cette époque-là. Donc il connaît évidemment les incohérents. Ça commence par là, mais par la suite, on saura qu'il les connaît vraiment très bien. Qu'il connaissait Alphonse Allais, bien sûr, que Alphonse Allais a écrit un album primo-avrilesque, sous-entendu un album 1er avril. Et qu'il y a là les premiers essais de musique silencieuse, ce qu'on retrouvera un peu plus tard chez John Cage, avec ses 4 minutes 33 de silence. Il y a les premiers monochromes, où on présente un combat de nègres dans un tunnel pendant la nuit, etc. Évidemment, c'est un monochrome noir. On a des monochromes blanc-jaune avec des titres très, très originaux et très drôles. Le fameux rideau de fiacre dont j'ai parlé. Et Duchamp connaît tout ça. À chaque fois qu'il y a une exposition, il y a un catalogue. Tous les catalogues sont dans la bibliothèque d'André Breton. Il y a un personnage qui, lui, est un des artistes incohérents, qui s'appelle Dada. Donc évidemment, on peut même imaginer que Zara, qui utilise le mot Dada, et qui a toujours donné des explications un peu fumeuses, sans jamais en donner une qui aurait pu être celle-ci. Elle aurait pu, on ne sait pas. Mais enfin, c'est une hypothèse. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tous ces gens de l'avant-garde du 20e connaissent l'avant-garde du 19e. Mais alors, comment vous expliquez qu'aucun, parce que, bon, il y en a qui n'ont pas envie d'en parler, qu'aucun n'a reconnu cette filiation? Est-ce qu'il n'y en a pas, ou alors je pose la question, est-ce qu'il n'y en a pas parmi les... que le de Zara, Duchamp, à Breton, à d'autres, n'ont jamais reconnu la filiation des incohérents. Enfin, non, jamais ouvertement, mais vous savez, j'ai lu récemment un livre sur Foucault en Californie, et ce sont 2 universitaires qui invitent Michel Foucault à faire des conférences en Californie, et il rapporte un certain nombre de propos de Foucault très intéressants. Parce qu'à un moment donné, il parle d'auteurs qui l'ont influencé, et les jeunes universitaires lui disent « Mais vous n'avez jamais parlé de ces auteurs-là » Et Foucault dit « Je ne parle jamais des personnes qui m'influencent ». Et je pense que c'est un peu le cas. On pense par exemple que Stirner, qui écrit L'unique et sa propriété en 1844, a influencé Nietzsche. Et que Nietzsche s'est inspiré de ce livre-là et du fameux Unique. Mais Nietzsche n'a jamais parlé de Stirner. Mais tous les gens qui font un travail intéressant, par exemple, qui vont voir quels sont les livres que Nietzsche a empruntés, découvrent qu'il a emprunté cet ouvrage-là, donc il ne pouvait pas l'ignorer complètement. Et donc quand on voit que Duchamp meurt alors qu'il est en train de lire un livre d'Alphonse Allais, un grand éclat de rire, puis plus rien, et il est mort, que Satie, de mourir. Oui, que Satie connaissait tous ces gens-là, qu'ils se rencontrent, ils se connaissent, que Breton, je disais tout à l'heure, connaissait les catalogues. On se dit, mais l'avant-garde, évidemment, c'est quoi? C'est 20 personnes à Paris, et tous ces gens connaissent les incohérents. Alors évidemment, si vous trouvez ça génial et que vous faites vous-même une œuvre d'art incohérente, vous êtes un suiveur. Si vous ne dites pas qui ils sont, et d'autant plus que les autres n'ont pas fait leur propre publicité, ce sont des gens qui après ont disparu dans la nature, il vous suffit juste de piller, de cacher le pillage, et puis voilà. Vous savez, aujourd'hui, les philosophes qui pillent d'autres philosophes jusqu'à leur formule, je sais de qui je parle, puisque ça peut m'arriver de temps en temps, sans jamais les citer. C'est assez drôle. Moi, je reçois régulièrement des livres de gens qui me font des dédicaces en disant à vous, ce livre qui n'aurait jamais existé, vous qui ceci, vous qui cela, université, blablabla. Puis évidemment, vous regardez la bibliographie, les notes ou l'index, et je n'y suis pas. Donc les gens qui n'ont pas d'idée... Les gens qui pillent n'avouent jamais leur vol, en quelque sorte. Oui, c'est ce que j'écris, effectivement. Parce que évidemment, vous voulez donner l'impression que vous êtes l'inventeur, vous êtes le promoteur, vous êtes le premier. Michel Onfray, mais est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi une valeur ajoutée? Je veux dire, est-ce que, honnêtement... Est-ce qu'on appelle piller? Mais vous-même et chacun, vous avez été influencé par Nietzsche, et vous n'avez pas pillé Nietzsche. Ça ne s'appelle pas piller. C'est-à-dire piller, c'est utiliser l'idée de quelqu'un sans dire qu'elle est de quelqu'un. Ouais, utiliser, c'est pas la même chose. Piller le concept, piller le. Voilà. Si vous allez prendre l'idée de quelqu'un, après vous allez dire, mais après tout, cette idée, elle est partout, elle appartient à tout le monde. Je ne crois pas. Il y a des gens qui proposent un jour telle ou telle idée, elle est vraiment d'eux, mais c'est un vol.
imparable. Donc il est plus facile dans ce monde-là parce que de toute façon, vous ne pouvez faire de procès que si on a pillé les lignes de votre travail, pas vos idées. Il faut voler les voleurs. C'est le dernier chapitre de votre livre, Michel Onfray, que vous venez de publier chez Albin Michel. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Voilà. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La chanson d'un dadaïste qui avait dada au cœur, fatigué trop son moteur, qui avait dada au cœur. L'ascenseur portait un roi, lourd, fragile, autonome. Il coupa son grand bras droit, l'envoya au pape. C'est Bernard Lavilliers qui chante Tristan Tzara. Tristan Tzara, l'inventeur effectivement de Dada. On en a parlé avec Michel Onfray et qu'est-ce que c'est vrai ce mouvement extraordinaire qui est paru au début du XXe siècle, mais Céline, avant ça, effectivement, il y a eu la vraie avant-garde de la fin du XIXe siècle. Et oui, on parle des incohérents avec Michel Onfray sur Sud Radio qui publie un livre intitulé Les anartistes dans lequel il rend hommage à ce mouvement effectivement qui a duré durant toute la dernière décennie effectivement du 19e siècle. Alors Michel Onfray, ce mouvement effectivement n'a duré donc que 10 ans. Plus de 1000 œuvres ont été exposées à Paris et en province donc entre 1882 et 1893. Ce mouvement a aussi été donc connu aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que Jules Lévy, donc qui a été l'instigateur de ce mouvement, a en quelque sorte sabordé cette aventure? Alors vous savez, c'est une aventure sur laquelle on sait assez peu de choses. Il reste des catalogues. Les catalogues sont un peu énigmatiques. Il y a des moments où il y a des noms, évidemment, on voit bien que ce sont des prête-noms, ce sont des pseudonymes, il y a des plaisanteries, il y a des titres qui sont extravagants. À partir des titres, on ne peut rien inférer. On ne peut pas voir à quoi pouvait bien ressembler cette œuvre-là. Il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de publication, ça tient à pas grand-chose, vraiment, ce que l'on sait. Jusqu'à ce que Joan Nadely, par exemple, découvre cette malle dans laquelle 17 œuvres ressurgissent. Et là, on voit effectivement des œuvres qu'on peut mettre en... On peut raconter, c'est intéressant. Comment il a découvert et où il a découvert cette malle? Son métier consiste à réapproprier ou à approprier des œuvres à des artistes dont on ne sait pas qu'elles sont peintes par lui ou par tel autre. Il a fait ça avec Corot, avec Géricault, avec Courbet, par exemple. Les gens disent, voilà, en l'occurrence ici, on lui dit, j'ai une œuvre du 19e, lui, sa spécialité, c'est plutôt ça. Et est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est, d'où ça vient? Galeriste, lui, c'est ça. Il n'est pas, oui, enfin, il fait un métier, d'expert, il est vraiment extraordinaire. Il a un dossier extraordinaire de tout ce qu'il a fait depuis des années. Et donc, il fait cette expertise, puis les gens lui disent, on a ici une malle dans laquelle il y a des trucs, on ne sait pas trop quoi en penser, pouvez-vous nous dire? Et il y a 17 œuvres des arts incohérents. Donc c'est un trésor incroyable. C'est le chaînon manquant entre, d'une certaine manière, un certain type de modernité, on disait tout à l'heure, Cézanne, les impressionnistes, enfin les anti-pompiers, et puis l'avant-garde du XXe siècle. Et ce sont des particuliers que moi je ne connais pas, c'est en banlieue parisienne, et il dit, mais non, mais c'est un travail cohérent pour le coup, c'est un ensemble cohérent, ça procède des arts incohérents, ce sont des artistes qui ceci, qui cela, etc. Et donc, on a toujours aussi peu de matériel pour penser cette chose. Il y a une universitaire qui travaille là-dessus depuis 30 ans, qui doit faire un livre avec un éditeur, qui ont laissé croire d'ailleurs que c'était des faux, parce que évidemment on a fait des livres avant eux, aussi bien le livre de Johan que le mien, et tout ça a été repris bien sûr par Libération, qui est prompte à faire savoir qu'il y a du négationnisme dans l'air chez ces gens-là, c'est-à-dire que comme ça remet en cause toute l'écriture de l'histoire de l'art contemporain du XXe siècle, on dit que ça n'a pas eu lieu. Oui, en fait, voilà, ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'effectivement dans ce trésor, il y a le premier monochrome et le premier rédimètre de l'histoire de l'art. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et effectivement, voilà, exactement. Et le journal Libération, effectivement, a remis en quelque sorte sème le doute sur l'authenticité de ses œuvres. Voilà. C'est ça. Comme ça s'appelle du négationnisme. Ça n'existe pas. L'affaire est réglée. Et on peut imaginer effectivement que les gens ont fabriqué des faux. Enfin, tout ça est formidable. C'est des gens qui ont annoncé d'ailleurs que les Raéliens avaient cloné un enfant en une du journal. Enfin, c'est Libération qui a fait ça. Évidemment, c'était une fausse information. Jamais
jamais ils n'ont dit que c'était une fausse information. Donc ça les gêne pas du tout de dire ces œuvres-là sont des faux, sans en apporter la preuve, juste parce que une ressentimenteuse, avec un éditeur qui est son éditeur ressentimenteux lui aussi, ne sont pas parvenus à faire leur livre depuis 20 ans. Et plutôt que de dire, bon bah oui, voilà, c'est formidable, on a travaillé sur ces sujets, mais d'autres sont allés plus vite que nous, ils préfèrent dire ce sont des faux, et puis c'est drôle parce que ces gens-là qui n'arrêtent pas de voir des complotistes partout, sont eux-mêmes des complotistes. Dès qu'il y a des œuvres, il faut que les œuvres soient des faux, parce qu'on va tout de même pas toucher à l'écriture de l'histoire de l'art contemporain, puisque ces gens-là défendent un fromage. Ce sont des vrais conservateurs, hein, les gens de Libération, du Monde, de Télérama, etc. Des vrais bourgeois conservateurs. J'aime quand Michel règle ses comptes. Ah non, mais je veux dire que voilà des gens qui se prétendent progressistes, qui en fait défendent des idées d'il y a 100 ans. Ouais. Il y a 100 ans, et souscrivent à toutes les mythologies, à toutes les fictions du XXe siècle. La fiction freudienne, la fiction maoïste, la fiction lacanienne, la fiction effectivement de Duchamp, grand inducteur, etc. Et si d'un seul coup, on avance en disant mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça, vous êtes un fasciste, vous êtes un menteur, vous êtes un type qui a inventé des œuvres, etc. Donc cette façon de procéder me ravit. Alors... Oui, en plus, il faut préciser, André Berkoff, que ces œuvres ont quand même été classées par le ministre de la Culture, le ministère de la Culture en 2021, Trésor national. Si ça avait été des faux, ça n'aurait pas été le cas. C'est tellement logique. Ouais. Mais ce que je comprends pas, et c'est un peu dommage, je reviens à ça, je vois la beauté du geste, mais justement cette exposition qui vient d'avoir lieu pendant 4 heures à l'Olympia, qui a duré 4 heures, je crois que beaucoup de gens, et surtout quand ils vont nous écouter, Michel, ils vont nous écouter, et aimeraient bien quand même voir ça. C'est dommage. Oui, bien sûr. Est-ce que on peut en refaire, enfin, est-ce que les organisateurs peuvent refaire une exposition? Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mais bien sûr. Mais il faut tout un travail pédagogique. C'est-à-dire, il faut expliquer. On ne peut pas dire aux gens, venez, regardez, rentrez chez vous. Il y a votre livre, là, par exemple. Enfin, il faut le lire, éventuellement. Ouais. On peut faire une conférence pour présenter l'exposition, ou un film, ou quelque chose qui permettrait de fonctionner comme un fil d'Ariane, je dirais. Bien sûr que ça peut être exposé quelque part, ça c'est sûr. Et ça le sera, mais ceci dit, ça reste une œuvre qui est propriété de privé. Alors, donc il faut que ces gens y consentent, mais ce sont moi je les connais pas, hein, mais ce sont des gens de bonne volonté qui bien sûr ont envie de présenter ces œuvres-là et surtout de les accompagner d'un discours explicatif, bien sûr. Juste un mot, on n'a pas parlé de ça. Est-ce que ces gens-là, les incohérents, avaient des relations, je dirais amicales, on le sait peut-être pas, avec les anarchistes? Je parle des théoriciens anarchistes de l'époque, parce qu'il y en avait à l'époque. Oui, surtout cette façon française de procéder. Il y a par exemple Félix Fénéon, qui était un grand critique d'art et qui, avec les pointillistes, entretenait des relations tout à fait particulières. Les brèves de Félix Fénéon. Absolument. C'est pas terrible. Moi, j'adore Félix Fénéon, mais pas dans les brèves. Je pensais parce que vous n'aimez pas Twitter, mais c'est l'ancêtre de Twitter, lui. Si on veut. Non, c'est un traitement des informations. Oui, c'est vrai, c'est des informations, des faits divers. Alors bon, un type alcoolique qui a donné 50 coups de couteau à sa femme avant de reprendre un petit coup de rouge pour se donner du cœur à l'ouvrage. Bon, et puis il fait 3 lignes là-dessus. Pourquoi pas? Mais c'est pas là qu'est le plus grand Félix Fénéon, dont j'estime par ailleurs beaucoup le travail. Notamment sur la question des pointillistes, qui eux aussi étaient des anarchistes. Hein. Mais comme l'anarchiste, c'est souvent le poseur de bombes, c'est souvent Ravachol, ou c'est souvent Bakounine ou Malatesta, ou éventuellement Makhno, on en parle ces temps-ci avec l'Ukraine, cette idée qu'on puisse être un anarchiste français n'a pas encore été exploitée. Il y a une spécificité française dans l'anarchie, qui n'est pas une spécificité violente. Ravachol n'a jamais été anarchiste, contrairement à ce qu'on raconte. Ce type quand même déterre les cadavres, tue des personnes âgées pour les voler, et puis dit après, vive la sociale, vive l'anarchie, etc., etc. Mais bon, ça suffit pas de se dire anarchiste pour être véritablement anarchiste, comme d'aucuns se sont dit gilets jaunes un temps, qui ne l'était pas véritablement, juste pour justifier le pillage ou la destruction de l'Arc de Triomphe, par exemple. Ça, c'est les faux. Enfin, les incohérents étaient des anarchistes bohèmes. Oui, c'est ça, c'est la bohème. C'est pas des gens qui sont capables d'instaurer une dictature, une terreur, ou qui sont capables de dire on va guillotiner. Pas du tout, c'est joyeux. Je veux dire, ça sent le vin rouge et le saucisson d'une certaine manière. D'ailleurs, il faut savoir que les jouisseurs n'aiment pas la violence, et pour cause. Les jouisseurs en général. Bien sûr. Bien sûr. Mais Ils voulaient rire du rire satanique de Baudelaire.
Oui, ça c'est parce que je fais mon livre en 3 temps en disant d'où viennent-ils, qui sont-ils, où vont-ils. Et dans le d'où viennent-ils, il y a effectivement une filiation très baudelairienne. C'est-à-dire il y a des textes sur qui s'appellent par exemple Le peintre de la vie moderne, et qui sont des textes extraordinaires de Baudelaire. Des textes aussi très intéressants sur la photographie. Il se trompe, il dit ça tiendra pas cette histoire, la photographie. Bon, il se trompe sur la question de la photographie, mais c'est une ambiance particulière. Et sur la question du rire, je dis mais c'est quand même très intéressant le rire. Ils sont très sérieux les avant-gardistes aujourd'hui quand ils sont exposés dans les musées. C'est-à-dire que même quand ils veulent faire rire, c'est pas très drôle, quoi. Alors qu'il y a chez eux une façon simple de faire rire. Et je trouve que si on met en relation tous ces gens-là, c'est une petite communauté. Vous savez, Paris, c'est petit. La communauté des artistes à cette époque, c'est très petit. Ça tourne autour de Montmartre. Ils se connaissent tous. Et quand vous avez une trentaine de personnes, ça suffit. C'était à Montmartre à l'époque. C'est ça. Voilà. Vous savez, il y a eu une époque où il y a eu des photos où on voit Sartre, Beauvoir, Lacan, Camus, qui sont ou Picasso, qui sont sur la même photo. Comme vous aviez une époque, alors pour le coup, pas de photo, mais je veux dire que vous pouviez faire un dîner avec Voltaire, avec Rousseau, avec Helvétius, avec Dolbach. Ils ont tous joué Sartre, Picasso et compagnie dans le désir attrapé par la queue, bien sûr, de Picasso. Et donc, tous ces gens-là se connaissent et sont dans une logique de bohème française. C'est-à-dire qu'on s'amuse d'abord, quoi. On va pas faire des textes théoriques. On s'amuse, on boit, etc. On refait le monde et puis demain est un autre jour. Oui, absolument. Mais c'est intéressant d'avoir effectivement exhumé ces incohérences, ces alartistes. C'est passionnant, chers auditeurs. Je vous conseille vraiment de lire le livre de Michel Onfray. Michel, ce qui est incroyable, c'est que ce mot a complètement disparu, et vous l'expliquez, le mot incohérent a été effacé des dictionnaires. Oui. En 1890, Larousse fait entrer les incohérents dans le grand dictionnaire universel du 19e, et après, plus aucune citation de ce courant. Et surtout dans les livres d'art, je dirais. Pardon. Si vous lisez, il n'y en a pas 36, mais des initiations à l'art contemporain, ils n'apparaissent pas, leur nom n'apparaît pas. Et il y a même des biographies de Marcel Duchamp dans lesquelles le nom de Jules Lévy n'apparaît pas, les incohérents non plus. C'est quand même sidérant. Donc c'est la preuve que les gens font des livres avec les livres et pas avec le réel. Et si vous n'êtes pas dans les ouvrages... c'est moins fatigant. Bah oui, que de travailler véritablement en disant tiens, j'ai pas besoin de reproduire ce qui se dit déjà, parce que le réel donne tort à la fiction qui a été écrite. Il y a un récit sur l'art contemporain du XXe siècle. Et quand je dis contemporain du XXe siècle, je le dis, je fais la redondance exprès. Et c'est un récit auquel on ne touche pas. Comme le récit freudien, comme le récit lacanien, comme le récit maoïste. Et je dis, mais non, touchons à ce récit-là parce qu'il est faux. Et ça n'est pas honteux de dire qu'il y a au 19e siècle des gens qu'il faut rendre hommage. Jules Lévy et toute sa bande sont des gens quand même extraordinaires. Il n'y a évidemment pas de biographie de Jules Lévy. Il y a eu un livre sur les incohérents. C'est avec ça que j'ai découvert les incohérents en 90-12, je crois, quelque chose comme ça, du siècle dernier donc. Ouais. Mais on n'en parle pas. Il y a eu justement, quand vous avez pris conscience que ces incohérents avait joué un rôle très important dans l'histoire de l'art. Avec ce livre. Avec ce livre, okay. Et il y a eu un article dans les actes de la recherche sociale de Bourdieu, un article très bourdieusien, et évidemment qui marxise toute la question et qui réfléchit évidemment pas sur ce sujet-là, et dit mais pourquoi cette avant-garde n'a-t-elle pas fonctionné ? Parce qu'elle n'a pas pris le pouvoir. Donc c'est pas une avant-garde et on passe à autre chose. C'est quand même sidérant. C'est-à-dire qu'on plaque les catégories de la lutte armée, quoi, en disant ah mais au moins elle n'a pas pris le pouvoir donc elle vaut rien. C'est ça. Alors que c'est justement la grande logique des anarchistes. Ils ne prennent pas le pouvoir. Ils renversent la poubelle et puis ils vont renverser une deuxième. Et on leur dit ah mais vous n'avez pas construit une avant-garde éclairée avec une espèce de dictature éclairée du prolétariat sur le terrain esthétique. Ce que feront les Adorno par exemple ou Horkheimer. Quand Adorno écrit Philosophie de la nouvelle musique et qu'il nous dit la vraie musique c'est le dodécaphonisme, c'est-à-dire des musiques sérielles, difficiles à entendre, à écouter, et que la fausse musique c'est Stravinsky, parce que Stravinsky c'est consonant alors que Schoenberg c'est dissonant et le XXe siècle est dissonant, donc c'est le bien, le mal, et c'est la politique, c'est la théorie. Vous dites mais attendez, est-ce qu'on peut pas écouter la musique plutôt que ce discrédit jeté sur les incohérents par les bourdieusiens est dommageable, parce que d'une certaine manière c'était une occasion de les sortir en disant mais regardez, ce fut une avant-garde pillée.
Non, plutôt que de dire ça, on dit ça n'a pas été une avant-garde organisée, donc elle est négligeable. Mais il y a une autre explication, Michel Onfray, sur la disparition des incohérents. C'est que le mot incohérent a circulé. Qui sont les incohérents aujourd'hui? Les politiques. Ah oui. Au sens littéral du terme, on va en parler peut-être. Et oui, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Michel Onfray. Et vous nous direz, Michel Onfray, dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de l'élection présidentielle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il était très cohérent, lui, dans son incohérence anarchiste. Michel Onfray, on va peut-être parler, non pas des résultats, des pronostics de dimanche, laissons cela aux arcomanciens, j'allais dire, aux montreurs de lapins du chapeau, c'est pas le problème. Moi, je voudrais... Vous me disiez un peu ce monde d'avant et ce monde d'après, ça veut rien dire grand-chose, mais on est lundi, quel que soit le résultat, au fond, dans quel monde on est rentré, nous, ici, pour vous? Dans quel, je veux dire par là, dans quelle problématique on est, parce qu'on sent beaucoup de rejet, beaucoup de clivage, tout ça, on l'a beaucoup dit. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va avoir les troisièmes tours, je ne parle pas législative, dans la rue, dans les affrontements, quand vous sentez la température? Dans le même jukebox et on recommence pour la même musique, ce dont les gens ne voulaient pas. On a quand même beaucoup dit que le duel Macron-Le Pen, les gens n'en voulaient pas, et ils ont ce duel, et on leur dit ce sera ça, et ce sera de toute façon avec l'issue que vous connaissez, c'est-à-dire Macron sera évidemment élu. Et Marine Le Pen serait-elle élue, que de toute façon elle a déjà fait acte d'allégeance à l'Europe maastrichtienne en disant qu'elle ne touchait plus à l'euro, à l'Europe, à la Cour européenne de justice, à Schengen, qu'on touchait plus à rien. Sous-entendu, vous avez vu, je suis quand même une gentille fille maintenant, j'aime les chats et j'aime l'Europe. Et puis cette façon aussi de dire... quand j'arriverai au pouvoir, les 27 de l'Europe, j'irai les convaincre du bien fondé de ma politique, et les 27 diront, mais bon sang, c'est bien sûr, on n'y avait pas songé, et on va tous aller dans votre sens et votre direction. Christine Lagarde va dire que c'était formidable, qu'elle n'y avait pas songé, que tous les patrons de la Banque européenne, etc. Donc évidemment, tout ça est une fiction totale, on fait semblant de se faire peur, on parle de l'extrême droite, du fascisme, on s'offre des pleines pages pour dire que c'est le retour d'Auschwitz, etc. Enfin bon, c'est du délire. Lundi prochain, on reprend les mêmes et on recommence. D'autres iront à la mangeoire. Ce sera assez drôle de voir des socialistes aller bouffer chez Macron, parce qu'il y aura encore 5 années de bénéf, et puis d'autres macroniens qui seront des macroniens du dernier moment, qui iront encore... De la 12e heure, ou de la 11e heure. C'est ça, de la 25e heure, là, pour le coup. Et donc, il y a évidemment rien à craindre. Après, il va y avoir une élection. À quoi va ressembler cette élection de l'Assemblée nationale législative. Oui. De toute façon, s'il y a une cohabitation, ce sera facile pour lui de faire une cohabitation avec un maastrichtien, et puis l'affaire est réglée. On a vu Mélenchon qui a dit, bon, si je perds, j'arrête. Il arrête et dit, bon, je continue, je veux bien être Premier ministre. Continue. C'est quand même... Non, c'est intéressant, parce que je pense à Mélenchon, je pensais qu'à un certain Fidel Castro qui disait le devoir de tout révolutionnaire de faire la révolution. Mélenchon dit le devoir de tout insoumis est de devenir Premier ministre, quoi. Oui, c'est ça, le Premier ministre de Macron. Mais enfin, le vrai Mélenchon, on l'a vu à Marseille quand ils se sont rencontrés tous les deux. Et d'un seul coup, la grande gueule qui est Mélenchon, chacun le sait, quoi. Je veux dire, quand il prend la parole, il est d'une grande violence, d'une grande véhémence avec Macron. Puis là, il est présent avec Macron. Et Macron, un peu cynique, lui dit, bah alors, quand même, vous êtes comme ça avec moi? Bah oui, enfin quoi, vous imaginez que... Je dis, mais c'est quand même incroyable, c'est fort en gueule, quoi. C'est Tartarin de Tarascon, et on se dit, c'est dommage, parce qu'il a un talent, une culture, mais cet homme a été une girouette totale. Il a été 25 ans sénateur socialiste, il a défendu Maastricht, il a défendu Jaurès, puis De Gaulle, puis maintenant l'islamo-gauchisme, et puis il dit, j'arrête la politique, mais je la continue si
vous me transformez en Premier ministre. Enfin, ça peut contribuer aussi à la démoralisation des Français. Alors je comprends que des jeunes puissent se trouver abusés par le discours de Mélenchon. Sinon, pas grande culture, ils écoutent ce qui vient d'être dit, ils peuvent être séduits. Si vous dites, bah oui, mais enfin, moi j'ai un peu plus d'âge que toi. J'ai connu ça, moi, quand j'ai voté Mitterrand enthousiaste en 81. Il y avait un vieux monsieur qui me disait, oh là là, moi je le connais, le Mitterrand, puis tu verras, tu vas déchanter, etc. J'ai dit, ils sont tous vieux cons, c'est quand même terrible. Mais il y a juste un moment donné où l'un des avantages de l'âge, c'est la mémoire, et de se dire, mais Mélenchon, on le connaît depuis, il y a quelqu'un qui lui disait l'autre jour, mais vous faites de la politique depuis 40 ans. Et il dit, je vous arrête. C'est faux. Pas depuis 40, 50. Et donc, effectivement, il est très content d'avoir un demi-siècle de carrière politique derrière lui, c'est-à-dire de carrière maastrichtienne, en plus, 25 ans. C'est-à-dire qu'il est responsable. Il a adhéré à tout, lui. Mais il est responsable de la France, de ce qu'est devenu la France. Et aujourd'hui, on a un personnage qui peut encore jouer l'illusionniste. Alors, Marine Le Pen fait l'illusionniste. Dans le genre, je vais tout changer et les 27 pays de l'Europe vont me suivre. C'est de l'illusion. Elle ne pourrait, je vais parler au conditionnel, jamais mener la politique qu'elle mènerait, qu'elle prétend mener si elle arrive au pouvoir. Quant à Macron, il a dit des choses fort justes, ma foi, quand il dit, Madame Le Pen, si vous restez dans la configuration européenne, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. Et c'était ça le vrai débat. Et eut-elle envie d'un vrai débat, plutôt que pendant 5 années à prendre par cœur des fiches, elle aurait posé la question du Frexit en disant, on crédibilise ce projet, et puis on y va. Et là, il y avait un vrai projet de société entre l'un et l'autre. Là, en gros, on a un Maastrichtien avéré, une Maastrichtienne honteuse. Globalement, c'est un partout, en sachant très bien que la prime ira au Maastrichtien avéré. Vous n'irez pas voter dimanche, Michel ? Non. Ben non, vous savez, j'ai beaucoup utilisé cette expression, mais quand vous allez jouer à la loterie, je joue pas à la loterie, mais enfin, je veux dire que vous allez jouer au loto, si vous dites cette année, ce coup-ci, il n'y aura pas de gros lot. Bah, vous n'allez pas jouer au loto. Bah, là, vous dites, mais allez voter, mais on sait déjà que ce sera un Maastrichtien qui sera élu. Une élection dont on connaît le résultat avant qu'elle n'ait lieu, c'est très exactement une élection pipotée. Quand il s'agit de Poutine, et que on sait que de toute façon, on va le lire à nouveau, et que quand Medvedev prend sa place, c'est de toute façon lui qui pilote quand même, on se dit, pays de dictature, ce qui est vrai. Mais on n'est pas très malin, nous, en pensant que depuis des années, depuis 92, c'est un Maastrichtien qui est élu, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la consultation électorale. Alors, circuler, rien à voir, mais allez courir. Et oui, allez courir. Pour défendre le spectacle vivant. Exactement. Allez courir, chers auditeurs de Sud Radio, parce que du 23 avril au 6 mai, donc ça démarre demain, et bien des musiciens, des producteurs, des professeurs vont parcourir la France en 13 jours, et ceux de Montgeron dans l'Essonne à Aix-en-Provence, soit 660 km en courant avec un seul credo, la musique partout et pour tous. Il y aura donc à peu près 12 concerts tout au long du parcours, notamment à Lyon, Vézelay, Valence, Cavaillon et Aix-en-Provence, André Berkoff. Et chers auditeurs, si vous voulez assister à ces concerts, eh bien rendez-vous sur le site jecourpourlaculture.com. Voilà. Michel Onfray, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Les Anartistes, est paru donc chez Albin Michel. Je précise aussi que le livre de Johan Naldi sur les arts incohérents est édité chez Liénard. Et ces deux livres sont vraiment passionnants. Tout de suite, eh bien, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Quelle est la différence entre amitié et amour ? Peut-on passer de l'amour à l'amitié et inversement? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec la thérapeute Anne-Laure Buffet. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.